Bonjour et bienvenue donc dans ce podcast. Alors c'est un podcast qui fait partie des podcasts que vous allez retrouver assez régulièrement, pratiquement tous les mois ou mois et demi sur la chaîne, qui va parler de thématiques. Alors le mois dernier, vous avez eu la thématique sur les 9 écrivaines, en tous les cas 6 écrivaines françaises et des anglaises, que plus ou moins pas tout le monde connaissait, qui étaient peut-être tombées dans l'oubli, en tous les cas pour nous. Quand je parle de nous, c'est nous, les communs des mortels, qui allons au moins jusqu'au bac et qui ne voyons pas ces femmes inscrites au programme ou ne serait-ce qu'évoquées par les professeurs de lettres. Alors évidemment, hein, attention, j'ai eu des discussions avec des profs et des instits. Enfin, je sais qu'il ne faut pas l'appeler les instits ou machin, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, parce que dans mon entourage, j'ai des personnes du corps enseignant ils n'ont pas été vexés du fait que ça, ils suivent le programme qu'on leur donne. Après, c'est ce que j'avais expliqué dans le podcast. Euh, on n'a pas tous la même chance. Voilà. Il y a des gens, j'en fais partie, qui ont eu de la chance de tomber sur des profs qui allaient au-delà de ce qu'on leur demandait dans le programme, parce que ils avaient des intérêts, parce qu'ils aimaient ce genre de choses, donner en dehors des cours des photocopies, des extraits d'œuvres de personnes qui n'étaient pas du tout au programme et qu'ils estimaient qu'on devait connaître. Voilà, alors moi j'ai eu la chance de connaître ces femmes. En plus, comme je vous l'ai expliqué, voilà, il y avait au moins une œuvre d'elles dans la bibliothèque familiale, donc ça aide beaucoup quand même un minimum à avoir ce genre de retour et de découverte, mais pas tout le monde. Alors, j'ai décidé de faire des thématiques. Cette thématique-là, comme vous l'avez vu, ça s'appelle les femmes, entre guillemets, reines de pouvoir en France. Le prochain sera sûrement sur Merlin, Arthur et la légende arthurienne. Alors attention, hein, on n'est pas ici aux profs d'université, ce ne sont que des ressentis, ce sont ce que moi je sais et que j'ai pu récupérer de ci, de là sur les thématiques. Et il y aura une thématique évidemment sur Solzhenitsyn et sur les goulags qui viendra après, puisqu'il y a une lecture commune qui se fera en octobre sur l'archipel du goulag où Ivan Denisovitch. Voilà, on choisira, en tous les cas, on prendra un extrait pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a la thématique aussi 80, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, puisqu'il y a une lecture commune qui est en mai, donc maintenant, là, tout de suite, dans quelques jours, avec le groupe de lecture. Voilà, donc je ferai le tour du monde en 80 jours pour les filles qui font la lecture commune, mais je le basculerai sur le podcast, et donc ça sera accessible à tout le monde. Voilà. Alors, rien vous cacher, j'enregistre dans des conditions assez particulières parce que j'ai encore changé de micro, hein, voilà. Pas parce qu'il était cassé, c'est parce que le son ne me plaisait pas. À la radio, hein, je parle, voilà. Donc j'avais des petits problèmes pour la radio. Il était très bon pour les podcasts, pour tout ce que vous voulez, mais alors pour la radio, pour moi, il y avait un problème. Voilà, il y avait un écho qu'on arrivait à rétablir, hein, les ingé sons sont faits pour ça, mais qui était assez énervant parce que ça leur faisait perdre 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois et ils n'avaient pas que ça à faire. Donc, je change de micro, donc je n'ai pas encore reçu le micro que j'avais bien avant quand j'ai commencé, qui était parfait. Il coûte un peu une blinde, mais voilà. Donc pour l'instant, je vais faire sans micro pour les podcasts, donc j'espère que le son est bon. S'il y a de l'écho ou quoi que ce soit, veuillez m'en excuser par avance, hein, je fais dans les conditions. Donc on va commencer par les femmes, toutes ces femmes. Alors, on pourrait dire Aliénor, Blanche, Catherine et consoeurs, puisque on va parler de toutes ces femmes, que ça soit des reines de France en titre ou des régentes ou des filles d'eux aussi, qui sont devenues peut-être aussi reines, alors toujours avec le roi, hein, avec le chef de la meute à côté, mais qui avaient leur pouvoir. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent toujours oui, mais tu parles jamais de féminisme. On va pas recommencer. J'ai déjà fait un podcast sur ça, sur le sujet, donc allez l'écouter. Hein, si vous en avez besoin, demandez-moi-le, je vous remettrai une couche. Ce qui me gêne à chaque fois dans ce genre de discours, c'est que j'ai l'impression que les gens, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils se sont jamais intéressés avant, ont l'impression qu'il y avait table rase. Voilà.
Non, il n'y a pas de table rase. C'est vrai qu'effectivement, il y a des femmes qui n'ont pas eu la place qu'elles auraient mérité d'avoir dans les manuels ou qu'on n'en parlait pas à l'école, mais vous verrez que les femmes dont je vais vous parler, vous en avez entendu parler une fois au moins dans votre vie. Après, à savoir que vous ne connaissiez pas l'entièreté de leur vie ou ce qu'elles ont fait, oui, sûrement, parce que si vous avez eu des profs d'histoire qui n'avaient rien à carrer, effectivement, le prof d'histoire ne vous aurait pas raconté à peu près tout. Alors, c'est un podcast qui risque de durer assez longtemps. Donc, tant pis, il va peut-être faire 1 heure et demie, 2 heures, mais de toute façon, comme je sais que vous toutes ou tous, vous écoutez les podcasts quelquefois par morceaux, quelquefois uniquement parce que vous êtes en voiture ou que vous êtes en train de cuisiner ou que vous êtes en train de faire je ne sais pas quoi, euh, bah voilà, vous avez la possibilité de mettre sur pause, de réécouter après, de continuer on va dire votre écoute. Donc, bah, que ça dure 10 minutes ou 50 minutes, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font des programmes très courts de podcast, qui sont très très bien. J'avais dans l'idée de faire des capsules, moi aussi, depuis des années, euh, voilà, sur un sujet donné, partir pour un quart d'heure. Moi, je trouve que c'est assez drôle. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'aime bien les podcasts thématiques. Peut-être que cet été, quand j'aurai plus de temps, que je serai en congé, je ferai peut-être des capsules comme ça. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des demandes, si vous avez des suggestions, si vous avez des thématiques rapides, hein, des trucs, pas quelque chose qu'on doit développer pendant 3 ans, mais par exemple de me poser la question si j'aime boire une bouteille en verre ou en plastique, voilà, des trucs comme ça, des choses un peu plus légères ou pas, qui dureraient, voilà, un quart d'heure. Moi, j'aurai un quart d'heure montre en main. Au bout de 14 minutes, quand je suis à 14 minutes, bah, je suis obligée de clôturer ma capsule, donc ce sera assez drôle de le faire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je sais que l'introduction est un peu longue, mais il faut quand même expliquer aux personnes qui arrivent entre-temps ce que l'on fait ici. Donc on va commencer par bah, le ma chérie. Hein. Oui, ah bah oui, non, si, c'est ma chérie celle-là. Donc on va dire que c'est évident que j'allais commencer par elle. C'est Mademoiselle Aliénor d'Aquitaine. Alors, Mademoiselle Aliénor d'Aquitaine, on va dire que c'est quand même la plus célèbre duchesse de France et donc d'Aquitaine, puisqu'elle a joué un rôle fondamental dans l'histoire de France et d'Angleterre. Je rappelle, puisque en 1137, elle épouse en premières noces, oui, c'est spécifié premières noces quand même, le roi de France, Louis VII, enfin qui va être le futur Louis VII, elle va l'accompagner lors de la deuxième croisade. Alors au cours de cette épopée, c'est vraiment la dégradation de leur couple qui va se mettre en jeu et le couple et plus ou moins le roi décide de faire annuler son mariage auprès du pape 3 ans après le retour de croisade. Alors évidemment, Aliénor ne se laisse pas faire et elle épouse en 1152 le futur roi d'Angleterre qui est alors que Henri Genet et qui va devenir Henri II et apporte donc à la couronne d'Angleterre son fief de l'Aquitaine qui s'étend à l'époque du Poitou à l'Espagne et de l'Auvergne à l'Atlantique. Bon, rien que ça, hein, voilà. Et je vous rappelle qu'en tant que duchesse d'Aquitaine, elle était en gros la reine d'Aquitaine, hein, c'était the chef, voilà, c'est elle qui avait tous les pleins pouvoirs. Alors elle exerce bien sûr son plein pouvoir sur son fief et jette notamment les bases d'un droit maritime à l'époque. Et après la mort de son époux, donc Henri II, elle va être régente du royaume d'Angleterre, tandis que son fils, que l'on connaît tous sous le nom de Richard Cœur de Lion, est parti en croisade. Alors sa dernière action politique de Aliénor est de choisir l'épouse de l'héritier de la couronne de France parmi ses petites filles. Bah oui, tant qu'à faire, elle avait le choix et elle choisit Blanche de Castille, qui va donc devenir l'épouse du fils de Philippe Auguste. Alors, elle a 80 ans, elle se retire enfin à l'abbaye de Fontevraud, et où elle est inhumée d'ailleurs. 4 ans après, donc en 1204. Donc Mademoiselle a fait beaucoup de choses. Alors il faut dire quand même que pour beaucoup de monde, Aliénor est l'incarnation de la figure féminine du Moyen-Âge. Elle était belle, elle était passionnée, elle avait du courage, de l'ambition, de la force et du pouvoir. Elle a eu une vie mouvementée, on va dire même digne d'un meilleur roman de chevalerie. Elle va balayer d'ailleurs même les clichés de la femme soumise, entre guillemets,
que l'on peut imaginer à l'époque et qui est faux, puisque en fait elle a été 2 fois reine, hein, comme je l'ai dit, en France et en Angleterre, et elle n'a jamais, on va dire, levé le pied. Alors, on va parler de sa vie avec donc Louis VII. Alors, elle est Aliénor, la petite fille de Guillaume IX, qui est donc l'illustre comte d'Angoulême et un troubadour très 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 célèbre. Et donc Aliénor va devenir l'héritière du duché d'Aquitaine, et à la mort de son frère, donc Guillaume Aigré, en 1130, la toute jeune Aliénor, suite au décès de son père en 1137, donc Guillaume X, devient duchesse d'Aquitaine, ce territoire qui est l'un des plus riches et les plus importants du XIIe siècle. Alors la jeune Aliénor a 15 ans et donc va attirer forcément les convoitises, surtout pour sa dot, et notamment à la cour de France. Alors, fin stratège, Louis VI le Gros comprend que l'importance de ce mariage serait toute stratégique, puisqu'il déciderait on va dire, de garder, d'atteindre la dot de l'Aquitaine, donc comme je disais, hein, Poitiers, l'Espagne, Auvergne, Atlantique, au royaume de France qui est exigu, qui est tout petit. Alors, évidemment, il s'empresse de faire convoler son jeune fils, son propre héritier, et donc le 15 juillet 1137, Aliénor devient donc l'épouse de Louis le Jeune et monte sur le trône avec lui quelques semaines plus tard, puisque son cher et tendre beau-père, si on peut dire comme ça, meurt quelques semaines après le mariage, et donc la voilà, reine de France aux côtés de Louis VII. Alors elle est protectrice des arts depuis le duché d'Aquitaine, elle est très avisée en art, elle est célébrée par tous les troubadours de l'époque pour sa grande beauté, et elle entretient, où qu'elle soit, une cour de lettrés. Elle draine les meilleurs poètes, les meilleurs troubadours, les meilleurs musiciens, les ménestrels, les machins. Il y a toujours énormément de monde de l'art, de la culture. Elle aime les peintres, elle aime les sculpteurs, et elle fascine aussi ses contemporains. Tout le monde est fasciné par Aliénor, sauf son époux, donc ça s'est fait. Enfin, disons qu'il ne savait pas trop s'y prendre, puisqu'il se dévouait, enfin, il se destinait, Louis VII, à être curé, puisqu'à la base, il ne devait régner, hein, c'est son frère Philippe qui devait régner, mais qui est tombé de cheval malencontreusement lors d'une chasse et qui est mort sur le coup, pauvre garçon. C'est con quand même de mourir comme ça. Bref, elle reste quand même avec Louis VII et elle lui donne 2 filles, mais la mésentente du couple est de notoriété publique. Ils ne s'entendent pas. Elle est jeune, pleine de fougue, pleine de force, elle aime tout, elle aime le lustre, elle aime la mode, elle aime les tentures, elle aime paraître, et lui il déteste ça. Mais malgré tout, elle décide quand même de suivre son mari dans la 2e croisade, donc en Terre Sainte en 1147. Et c'est quand même un périple assez long et dangereux, mais elle décide de le faire. Et cette épopée va l'amener d'abord à Constantinople, puis à Antioche, en Syrie, donc, où son oncle, Raymond de Poitiers, eh bien, est un ancrage dans la décision qu'elle a à venir. Alors, à son retour, elle décide de parler avec son époux de roi et lui demande de le divorce. Elle veut partir. Cette tendance, évidemment, surprend absolument tout le monde, mais le roi accepte et on invoque le prétexte, alors gros prétexte de l'époque, hein, je signale, c'était très courant, le prétexte de consanguinité, et donc en 1152, la dissolution du mariage est actée. Mais Mademoiselle Aliénor, débordant d'ambition et étant, on va dire, un brin, oh, elle est mauvaise à la gamine, donc elle se dit, tiens, je vais faire chier mon ex. Ah, on connaît toutes et tout ça à un moment de notre vie. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, elle ne pouvait pas mettre une photo de son nouvel époux, mais de l'exposer sur les cours, c'était parfait. Donc Mademoiselle Aliénor ne reste pas seule très longtemps, puisque 2 mois après son divorce, si je vous assure, elle est très très bonne, elle épouse donc Henri Plantagenet, qui est duc de Normandie et qui va devenir le futur roi d'Angleterre. Alors, il a une dizaine d'années de moins qu'elle. Voilà, mademoiselle, en plus, épouse un jeune homme, et lui détient, donc avec elle, un degré de parenté encore plus proche que
avait avec Louis VII, pour vous dire que on pouvait dissoudre n'importe quel mariage quand on voulait. Alors le jeune couple royal, bien sûr, est couronné le 19 décembre 1154 par Thibaut du Bec, archevêque de Canterbury, et les voici devenus rois et reines d'Angleterre. Ils permettent donc au territoire anglais de s'étendre sur le royaume, aux limites du royaume de France, puisque le duché d'Aquitaine passe à l'Angleterre. Et en plus du duché de Normandie, je vous raconte pas Louis VII comme il devait avoir un peu les nerfs contre son ex, là. Bref, constamment sur les routes pour visiter ses terres et celles de son nouvel époux, Aliénor voyage souvent enceinte puisqu'elle donne 8 enfants à Henri, dont 5 fils. Alors autant elle n'a pas donné au royaume de France, autant au royaume d'Angleterre elle en a donné beaucoup. Voilà. Bon, on ne dira pas qui est la préférée des deux, hein, voilà. Alors, bien que dotée d'un tempérament très très fort, ses multiples grossesses l'écartent un petit peu, voire forcément, mais voilà, elle n'est jamais trop loin. Alors, il y a une chose qui est vraiment actée chez elle, comme je vous le disais, c'est que Aliénor d'Aquitaine était, elle était une reine protectrice des arts. Elle n'était pas forcément une grosse mécène, mais elle protégeait tous les genres. Elle adorait la lecture, c'est une grande admiratrice de lecture. Elle est d'ailleurs à l'origine de la traduction du récit historique de l'évêque Geoffroy de Monmouth. Et elle confie d'ailleurs au poète normand Weiss, qui donc enrichit cette œuvre pour en faire un roman de Brut en 1155. Il est composé de 15 000 vers et ce texte relate bien sûr l'histoire légendaire de l'île de Bretagne. Alors, à ce chef-d'œuvre de la littérature s'ajoute en sus la commande de la demoiselle de l'histoire des ducs de Normandie, qui est demandée là au poète normand Benoît de Saint-Maur. Donc c'est un récit qui permet à la reine d'asseoir la légitimité bien sûr de son pouvoir et conjuguant son attrait pour les arts, pour les enjeux et les intérêts politiques, la reine d'Angleterre a participé donc à l'épanouissement de la scène, on va dire, littéraire de l'époque. Elle tient bien sûr à Poitiers sa cour entourée de tous ces gens, des cours d'amour, comme on disait, hein, puisque c'était le terme, c'était des cours d'amour. Si vous n'avez jamais vu ça, et si vous croisez un jour dans le sud-ouest, allez voir une félibrée en Dordogne. Ça se passe très souvent le premier ou le dernier week-end de juin ou le premier week-end de juillet. Il y a des villages ou des villes qui s'appellent la Félibrée et il y a donc une cour d'amour. Allez voir, c'est un réjouissement des yeux et des oreilles. Et donc, elle va quand même, tout de suite, parce qu'elle a quand même un très fort caractère, elle va, à un moment donné, quand même, trouver résistance avec son mari, parce que entre sa force physique, qui est quand même son plus grand atout de ce siècle, parce que bon voilà, sent à un moment donné que le vent tourne, parce que son mari commence à l'excéder, un peu, parce que monsieur a un peu l'œil et la main baladeuse sur d'autres jeunes femmes. Donc, il finit par la tromper ouvertement devant tout le monde avec une jeune femme qui s'appelle Rosemonde. Et donc, Aliénor commence un peu à en avoir marre. Et elle va décider de prendre parti contre son mari avec une partie de ses fils. Alors, se joint à elle Henri le Jeune et Richard Cœur de Lion, donc duc d'Aquitaine, qui a hérité du duché de sa maman. Oui, parce que c'est son fils chéri. C'est le fils chéri à sa maman. Oui. Et donc ils décident de se rebeller contre leur père. Alors cette révolte est soutenue bien sûr, évidemment, par un autre homme très puissant, Seth. Oui. Et oui. Ah oui, si. Alors son ex est revenu dans la bataille. Il pouvait pas enquiller le roi d'Angleterre. Alors vous imaginez bien que quand elle lui a dit je peux pas enquiller non plus, j'en ai marre. Il s'est dit bah oui chérie, pas de problème. Voilà, donc Louis VII, il se met derrière, et se met derrière Aliénor aussi le roi d'Écosse, Guillaume Ier, ainsi que les plus puissants barons anglais. Et Aliénor espère vraiment, avec cette manœuvre, reprendre le pouvoir des mains de son Henri II. Alors c'est une tactique qu'elle va payer très très cher, puisque Henri II va la faire enfermer, capturer d'abord et enfermer bien sûr au château de Chinon,
Puis elle va être passée dans une forteresse au royaume d'Angleterre, véritablement, la torpillant et la mettant au banc de tout le monde. Alors Richard, lui, finit par rallier son père, et ce n'est qu'en 1189, à la mort de son époux Henri II, donc Plantagenet, qu'elle est libérée. Donc après 16 ans de captivité. Elle a la tête dure, la gosse. Hein. Enfin, bah, elle était plus trop... Voilà. Alors, elle après, bien sûr, après près de 70 ans, hein, bah, elle doit encore arbitrer des querelles au sein même de ses enfants, puisque son fils chéri, devenu roi d'Angleterre, donc Richard Cœur de Lion, et le petit dernier, celui-là, Jean Santerre, qui est toujours en mal. Oui, il a le syndrome de is no good. Voilà, il veut être calife à la place du calife. Donc Richard part en croisière, c'était la grande mode à l'époque, je vous rappelle, et donc la reine-mère donc s'occupe de la régence et fortifie le royaume en prenant des décisions stratégiques à l'époque. Et elle tempère quand même l'aigreur et le gris de son Jean sans terre, hein, parce que voilà, qui s'est rallié contre son frère, il faut le voir, au nouveau roi de France, donc Philippe Auguste. Alors évidemment, et malheureusement pour Aliénor, son fils adoré ne revient pas, et pour cause, il a été prisonnier par l'empereur d'Allemagne. Et donc, évidemment, Aliénor, n'écoutant que sa force, son courage et aussi son fort caractère, entreprend un voyage en 1194 pour obtenir elle-même, elle-même, la libération de son fils bien-aimé. Elle va mettre le royaume on va dire, sous la contrainte des impôts, et elle va vider littéralement les caisses de l'État, y compris du duché d'Aquitaine, pour aller négocier la libération de son fils et pour le ramener au pays, ce qui va être un succès. Ah oui, alors elle a banqué à mamie, mais elle a ramené le petit, voilà. Alors évidemment, les pires épreuves vont arriver, bah oui, vous savez que les épreuves, ça arrive en escadrille, hein, on est bien d'accord. Donc en 1199, son fils Richard Cœur de Lion décède à 40 ans, tout juste, sans laisser d'héritier, et blessé par un tir d'arbalète. Quelques mois plus tard, sa fille Jeanne meurt à son tour, mais je veux dire, elle va en enquiller. Donc à un moment donné, Aliénor se dit que au final, il faut qu'elle passe un peu la main, mais il est hors de question qu'elle passe la main sans imposer sa patte. Donc, pour assurer la paix entre l'Angleterre de son fils Jean, bien sûr, donc Jean sans Terre qui est roi, et de la France de Philippe Auguste, hein, je rappelle qu'ils étaient tout le temps en guerre depuis des années, ces deux-là, elle entreprend un dernier voyage, grand voyage de son existence, puisqu'elle part en 1200, à 75 ans, ah bah si, carrément, elle part en Espagne pour aller chasser sa petite fille, qui s'appelle Blanche de Castille, afin qu'elle revienne en France pour épouser le fils de Philippe Auguste. Ah si, bah si. Alors évidemment, Aliénor réussit encore une fois son pari. Elle lègue en héritage à son petit-fils Henri III l'entièreté de ses duchés et de ses possessions, et elle se retire à l'abbaye de Fontevraud. Si vous n'avez jamais vu cet endroit, allez-y, c'est une merveille. D'ailleurs, il y a son gisant, donc comme ça vous pourrez admirer son tombeau, et elle décède 4 ans plus tard, donc à l'âge de 82 ans. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez revoir, et vous allez voir la fougueuse Aliénor, d'aller à Fontevraud, c'est véritablement quelque chose de beau. Alors on a parlé de Blanche de Castille, donc on va faire un petit détour chez Blanche, puisque Blanche de Castille en fait est donc la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, et elle épouse en 1200 le futur Louis VIII, donc, qui est le fils de Philippe Auguste, qui est un mariage d'arrangement, bien sûr, pour sceller la paix entre la France et l'Angleterre. Alors, de cette union, voici, vous allez voir, donne naissance 12 enfants, dont le futur Louis IX. Ah non, mais quand je vous dis qu'elle a égrené partout, Aliénor, tous ses descendants ont régné sur les royaumes d'Europe à un moment ou à un autre. Ses descendants. Donc Louis VIII décède donc en 1226, donc tout juste 26 ans après leur mariage, alors que leur fils aîné n'a que 12 ans. Elle devient forcément régente et la reine de France, donc Blanche de Castille, se bat pour imposer son fils Louis IX à la tête du royaume, face à une ligue de puissants barons qui voulaient à la base enlever le jeune prince et pouvoir exercer leur pouvoir. Alors Blanche et son fils se réfugient dans l'abbaye de la forteresse de Montlhéry,
avant que le peuple de Paris ne vienne les délivrer et les escorter jusqu'à la capitale. Elle dirige d'une main de fer l'éducation politique et religieuse de son fils, qui va devenir, comme vous le savez, le fameux Saint-Louis, donc, et elle mène les affaires du royaume pendant 8 ans, jusqu'au mariage de ce dernier avec Marguerite de Provence. Elle assume alors un nouveau rôle, puisqu'elle tente à un moment donné de dissuader son cher fils de partir en croisade, encore une autre, mais monsieur a la tête dure aussi, ça doit venir de Liénore, hein. Voilà, et elle assume une nouvelle régence, cette fois-ci de plein gré. Elle va avoir une régence à partir de 1248 jusqu'à son décès en 1252. Donc pour vous dire que mademoiselle Blanche de Castille avait autre chose à tirer, et surtout qu'elle tirait beaucoup de grand-maman, hein, oui, 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 voilà. Donc, il faut retenir que Madame de Blanche de Castille était quand même que la maman de Saint-Louis. Alors, une autre femme de pouvoir en France, elle s'appelle Anne de Bretagne. Alors, Anne de Bretagne, on va dire, c'est l'héritière du duché de Bretagne. Elle est mariée, elle se marie en 1491 au roi de France, Charles VIII, alors qu'elle a déjà, elle a déjà été mariée par procuration au futur Maximilien Ier de Habsbourg l'année précédente. Alors, lors de cette union, son mari l'exclut du pouvoir, notamment sur la Bretagne, mais son contrat de mariage stipule qu'en cas d'absence d'un héritier mâle né de cette union à la mort du roi, elle devra se marier avec son successeur. Ah bah si, c'est sympa voilà. Ah bah si, hein, c'était la mode de l'époque. Donc c'est ce qui arrive malheureusement, puisque elle va épouser Louis XII en 1499, oui, 8 ans après. Pendant son court veuvage et puis à la suite de nouvelles alliances, elle reprend ses droits sur la Bretagne, oui, parce que les demoiselles sont fort habiles politiquement. Et à Nantes, elle fait construire une nouvelle aile du château dans un style très Renaissance. Et elle entreprend 2 fois le tour de la Bretagne au cours de sa vie pour asseoir son pouvoir sur son duché. Alors, évidemment, elle est encore considérée comme le symbole de la Bretagne, l'hermine. Vous êtes bien d'accord avec moi, puisque c'est au cours du XIIIe siècle que ça va devenir l'emblème des ducs de Bretagne. Donc c'est un petit animal brun en été et blanc en hiver. Voilà, c'est un cousin de la belette. Alors, ça se trouve bien sûr sur les armoiries de nombreuses grandes villes bretonnes, de Vannes à Rennes ou à Saint-Nazaire. Donc pour le comprendre, il faut quand même remonter au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, où évidemment il y avait toujours ces blasons qui figuraient sur les écus utilisés lors des combats comme bouclier. Alors, évidemment, c'est toujours un peu différent quand on parle de ce genre de personnes, parce que Anne de Bretagne, c'est quand même une femme très 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 connue, et mademoiselle a quand même, on va dire, plusieurs titres et plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle était non seulement duchesse de Bretagne, comme je le disais, mais elle était aussi comtesse de Montfort, puisqu'elle est née à Nantes en 1477, et donc elle adopte, très logiquement, hein, bien sûr, elle aussi, l'hermine, si chère à sa famille. Alors c'est une très belle légende quand même, hein, qui vient, on va dire peut-être un peu enjoliver les choses. On raconte qu'un jour, lors d'une chasse, Anne aperçoit une hermine qui, traquée par les chiens, préfère mourir que de souiller sa belle fourrure blanche en traversant une marée boueuse. Surpris par la hardiesse de la bête, à qui elle a fait grâce de la mort atroce qui l'attendait, Anne de Bretagne décide de prendre à son tour l'hermine pour emblème. Elle adopte même la devise qui dit plutôt la mort que la souillure. C'est une bonne devise ça. On retrouve bien sûr le blason d'Anne d'Aquitaine, couronnée reine de France, sur tous les lieux où elle a séjourné assez régulièrement, le château de Blois ou le château d'Ambroise, vous verrez aussi ses œuvres, qui sont quand même de belles preuves de son passage. Alors, évidemment, sa fille, donc la fille de la duchesse Claude de France, va devenir à son tour reine, plus tard, en 1515, aux côtés donc de François Ier, c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs l'hermine dans certains châteaux à côté de la salamandre du nouveau roi de France. Alors, c'est véritablement un symbole que cette Anne de Bretagne, parce que c'est quand même une femme de pouvoir, c'est quelqu'un qui a exercé
euh, oui, qui a exercé un pouvoir énorme, qui a aussi brandi une certaine euh, art de vivre, pouvoir faire le rayonnement non seulement de la culture bretonne sur la France, mais aussi de remettre au goût du jour certaines choses à la cour. Elle a donné évidemment beaucoup de choses à la France, mais c'était une femme stratège et une femme très intelligente. Autre femme, Louise de Savoie. Alors, mademoiselle Louise de Savoie n'est autre que la maman. Ah oui, c'est la maman. C'est la maman de François Ier. Alors, elle n'a jamais vraiment été reine, mais elle a exercé un pouvoir important sur le royaume et à plusieurs reprises. Alors, elle est née dans le duché de Savoie, d'où son nom. Elle épouse assez jeune, même très jeune, le jeune aussi, Charles d'Orléans, comte d'Angoulême et cousin de Louis XII. Malgré ses nombreuses grossesses, Anne de Bretagne n'avait eu aucun héritier mâle et qui avait atteint l'âge de gouverner. C'est donc le fils de Louise de Savoie qui monte sur le trône à la mort de Louis II, donc François Ier. Alors elle est régente à 2 reprises, pendant que François Ier guerroie, parce que c'est une obsession, en Italie en 1515. Si oui, ne criez pas Marignan derrière, voilà, c'est bien. Et surtout, il guerroie de 1525 à 1526 à la suite de la capture du roi, donc dans la bataille de Pavie, je vous renvoie à vos batailles. Elle obtient ainsi donc aussi la libération comme Aliénor de son fils contre 2 tribus fils. Ah bah oui, elle troque son fils contre... Bah elle troque le roi, il faut pas déconner non plus, c'est le roi, c'est le roi. Voilà, alors elle laisse son empreinte avec la célèbre paix des dames, conclu entre elle et Marguerite d'Autriche, représentante de Charles Quint, et le Saint-Empire, bien sûr. Alors, c'est un traité de paix qui est signé à Cambrai, dans l'hôtel Saint-Paul, appartenant à Marie de Luxembourg, qui est donc cousine germaine de Louise de Savoie, et par alliance aussi cousine de Marguerite d'Autriche. Ah ben, ça aide d'être en famille. Alors, et surtout, Louise, la fille du très remuant duc de Savoie, Philippe, et de Marguerite de Bourbon. Et à dire que cette jeune femme est quand même assez originale. Alors, elle va épouser en 1490 donc le comte d'Angoulême, Charles de Valois, petit-fils donc du Louis d'Orléans, et on va dire que cette jeune femme a un rôle politique assez capital au début du règne, parce que bien la confiance de son fils fait de Louise, la régente du royaume, et elle va véritablement solidifier les rênes du pouvoir durant la captivité de son François, et elle va contribuer donc avec Marguerite, dont je parlais tout à l'heure, à cette libération. Elle est en partie l'instigatrice de la coalition qui va se passer contre Charles Quint et dont va découler enfin la paix des dames. On connaît la suite, bien sûr, et le déroulement, puisqu'il va avoir une trahison et un procès, et par là elle a contribué à sa manière à l'abaissement du dernier des grands féodaux de la France, puisqu'elle va faire tomber le connétable lui-même. Alors à tort ou à raison, bien sûr, les contemporains de Louise de Savoie la rendent partiellement responsable du procès de l'exécution de Jacques de Beaune de Salençay, mais je vous le disais, c'était une femme habile, très ambitieuse, très très ambitieuse pour son fils, dans la grande tradition des femmes influentes de cette époque. Et comme elle avait une autre vision, elle était, elle, moins attirée par les arts et les lettres, la vie intellectuelle, malgré le fait qu'elle était très influencée par cette haute vie, on va dire, intellectuelle de l'époque, mais surtout, elle avait un sens de la vie politique du royaume du 15e, très très acéré. Voilà. Autre femme, alors celle-là, tout le monde a entendu parler, hein, Catherine de Médicis. Oui, oh bah je pense que oui, hein.
Alors Catherine, elle est duchesse d'Urbino par son père et comtesse d'Auvergne par sa mère. Catherine de Médicis est donc l'unique héritière de la fortune des Médicis après le décès brutal de ses parents, quelques jours après sa naissance. Elle est protégée au début par les papes, donc notamment Léon X qui est son oncle et Clément VII qui est son cousin, bon, ça aide aussi. Et elle épouse le second fils de François Ier à 14 ans. Alors après le décès du dauphin, elle devient dauphine elle-même, mais son mariage est menacé par l'absence d'héritier. Il faut 10 ans de mariage pour que naisse un fils de cette union. Enfin, elle donne finalement la vie après à 10 enfants, dont 7 parviennent à l'âge adulte, ce qui était quand même un record à l'époque. Alors, devenu roi, enfin, son époux s'affiche ouvertement à la cour avec ses maîtresses, et notamment sa tresse, la très belle Diane de Poitiers, qu'il couvre alors 2 titres de château, et notamment celui de Chenonceau. Alors il faut dire que à elle seule, j'aurais pu même Diane de Poitiers dans l'histoire, parce que c'est une femme de pouvoir. Alors elle n'a pas été reine de France, elle n'a pas exercé de pouvoir, on va dire, hautement stratégique à la cour, mais elle avait le cœur du roi de France, donc depuis, on va dire, très très longtemps. Et que ce cher et tendre Henri était fou de Diane de Poitiers, et que en gros, comme c'était un mariage arrangé avec Catherine, c'était la femme de sa vie était Diane, et il le faisait très bien comprendre à tout le monde en la couvrant de cadeaux, en lui donnant les plus belles choses, et en gros c'était elle la reine consort, on va dire, en gros, mais de cachet, mademoiselle Diane de Poitiers. Alors après, durant cette période, Catherine l'a un peu mauvaise, mais elle va exercer une première régence pendant la période, alors qu'Henri donc II part en guerre contre Charles Quint. Après 12 ans de règne, le roi décède d'une blessure à la tête survenue lors d'un tournoi, et Catherine de Médicis prend alors les rênes du royaume comme régente du roi Charles IX. Alors, la première décision qu'elle va prendre en tant que régente, c'est de bannir Diane de Poitiers de la cour. Et en symbole de cette prise de pouvoir, elle échange avec elle, il faut dire que Diane n'a pas trop le choix, elle est en face de la régente et de la mère du futur roi, la mère du roi, mais pas majeure. Elle échange avec elle le château de Chenonceau contre celui de Chaumont-sur-Loire. Voilà. Et elle va exercer un très grand pouvoir durant les règnes de 2 de ses fils. Elle a 2 fils sur le trône, Charles IX, puis Henri III, jusqu'à son décès en 1589. Ah, en 1500. Oui, en 1589, c'est ça. D'un coup, j'ai eu un doute. Non. Donc, elle était véritablement femme très influente, très très importante. Son père n'était autre que Lorenzo de Médicis, donc Laurent II de Médicis, et donc, comme je vous le disais, sa maman était Madeleine de la Tour d'Auvergne. Alors, elle est véritablement, elle incarne la fortune et la beauté, on va dire, elle n'est pas belle physiquement, mais de la beauté de Florence. Évidemment, sa dot est énorme, et c'était évident que tout le monde allait lorgner dessus. Alors quand elle va devenir, elle est devenue régente, et il faut dire que voilà, elle va s'assurer tout le temps d'assurer l'avenir de ses fils. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'une seule pensée, c'est assurer la régence, assurer la continuité de sa lignée. Donc elle va porter littéralement Charles IX. Elle va essayer de concilier les catholiques et les protestants, puisque je rappelle que c'était la grosse guerre, avec le concours de son chancelier, donc Michel de l'Hospital. Mais en 1561, 3 chefs catholiques, le connétable donc Anne de Montmorency, le duc de Guise, François de Guise, et le maréchal Saint-André, forment un espèce de triumvirat assez informel, soit, mais suffisamment pour maintenir quand même la position prédominante du catholicisme en France. Alors, une décennie plus tard, quand le chef des protestants, Coligny, est devenu le conseiller de son fils Charles IX, il préconise une guerre contre l'Espagne. L'Espagne, bien sûr, absolument catholique. Alors, Catherine, elle ne dit rien, elle feint d'accepter, mais l'opinion publique, elle a l'oreille de l'opinion, elle arrive à récupérer
l'opinion publique, euh, cette espèce de petite bourgeoisie là des villes qui commence à émerger, s'émeut. Et puis ça commence à grouiller et à se rallier aux Guises. Et ça, c'est hors de question, parce que ce sont les champions de la cause catholique. Alors, la reine-mère ne supporte pas ce genre de truc, et c'est un peu la guerre entre les Guises et donc le royaume de France, enfin en tous les cas, la cour. Et la reine-mère décide de donner sa fille, Marguerite, en mariage aux protestants, euh, Henri de Navarre, de la maison d'Albret, pour couper court, en gros, à une tentative de renversement de la dynastie des Valois par les Guises. Elle se résout donc à prendre la tête de la lutte contre les protestants, et c'est heureusement ainsi que le 24 août 1572, bravo, tu devrais connaître la date, jour donc, malheureusement comme on le sait, de la Saint-Barthélemy, elle ordonne le massacre des protestants et de Coligny, en particulier, Coligny qui était donc le conseiller bras droit de son fils, et qu'elle estimait, mais voilà, il y avait beaucoup trop, on va dire, d'influence pour elle protestante, et il poussait à la guerre contre les catholiques espagnols, c'était pas du bon ton. Alors Henri de Bourbon, prince de sang, est soigneusement épargné par Charles IX, parce que en gros c'est comme ça. Alors à Paris évidemment, et comme dans beaucoup de provinces on le sait, l'ardeur meurtrière de cette population dépasse littéralement les attentes de la reine, puisqu'en fait en gros elle a demandé juste à liquider les têtes de pont, mais on dénombre plusieurs milliers morts dans toute la France, et ce sur une petite période, hein. Ça s'est pas passé que dans la première nuit, ça, voilà, mais ça s'est passé sur quelques semaines. C'est une péripétie, entre guillemets, à l'époque sans importance, qui maintenant malheureusement après a pris de l'ampleur, mais sur le coup, voilà, c'était, on va dire, un coup d'État, et il fallait enrayer ce coup d'État. Alors l'année suivante, donc en 1576, Catherine de Médicis, par ses intrigues, pour très très bonne, obtient l'élection au trône de Pologne de son fils cadet et préféré, c'est son chéri. Oui, ah bah c'est le fils à un moment aussi encore. Ah bah il y a beaucoup de fils à un moment, hein, sur les, vous avez vu, qui s'appelle Henri, qui est le duc d'Anjou, un choupinou. Mais à la mort de Charles IX, donc le 30 mai 1574, c'est Henri qui se morfond en Pologne, il en a ras le, voilà, qui regagne précipitamment la France, et demande à Memin de l'aider à ceindre la couronne pour lui, qui lui revient, hein, en gros, sous le nom de Henri III. Alors évidemment, sa mère va dès lors passer à l'arrière-plan, parce qu'elle n'a aucune envie de faire, on va dire, de l'ombre à son fils, hein, chéri, jusqu'à sa mort, hein, mais voilà, elle va quand même rester en arrière-plan, sachant que son cher fils chéri ordonne l'assassinat du duc de Guise, hein, comme ça au moins ça c'est fait. Voilà, alors on peut dire beaucoup de choses sur Catherine de Médicis, mais Catherine de Médicis est une femme cultivée, et elle va donner et apporter beaucoup à la France, notamment pour les mœurs et les goûts italiens. Elle va faire agrandir le Louvre, elle va construire le palais des Tuileries, elle a une devise qui dit « De là viennent mes larmes et ma douleur », son emblème est une lance brisée, son caractère vraiment était bien dissimulé sous d'austères habits très noirs. D'ailleurs on a représentation de Catherine Médicis un peu mélodramatique. Elle a une influence aussi parce qu'on lui porte une appétence pour les devins, pour les intrigues florentines, qui vont lui donner une réputation de conspiratrice qui est, on va dire, assez usurpée. C'est juste une maman qui, en gros, a voulu asseoir le pouvoir de sa lignée sur le trône de France, tout simplement. Alors oui, elle a dégommé quelques personnes, enfin elle a fait dégommer quelques personnes, voilà, mais voilà, c'est ce genre de femme qui avait une influence particulière. Autre femme, Anne d'Autriche. Alors c'est la fille du roi d'Espagne, et elle se marie à 10 ans au roi de France Louis XIII. Alors on sait hein, qu'il ne pouvait pas se blairer, ça c'est ça c'est fait, voilà. Et notamment à cause des fréquentations de la reine, de sa fidélité
royaume d'Espagne, bah oui, bah, c'est la fille du roi d'Espagne, hein, faut pas déconner non plus. Elle fait de nombreuses fausses couches, ce qui n'aide pas hein, du tout à la réconciliation avec les époux. Et elle ne donne qu'un héritier au trône au bout de 23 ans de mariage, si, je vous assure, en 1638. Alors, 5 ans plus tard, Louis XIII meurt, amenant donc évidemment Anne d'Autriche à devenir la régente, hein, puisque voilà. Alors, elle fait casser immédiatement, oui, bah, il y a des femmes de pouvoir qui savent ce qu'elles font, hein. Elle fait casser immédiatement le testament de son époux, qui avait constitué un conseil de régence pour limiter ses prérogatives à elle, et elle garde seulement le cardinal de Mazarin comme unique ministre. Fine mouche, la bête en politique. Elle fait face à une fronde absolument énorme menée par le Parlement de Paris et les nobles qui s'élèvent contre son pouvoir, et celui notamment de Mazarin. Alors on leur prête un... Ah ouais, mais on se calme, hein, voilà. Alors elle est obligée de s'enfuir de Paris en pleine nuit et de se réfugier au château de Saint-Germain-en-Laye, alors que le prince de Condé et ses troupes envahissent la capitale. Alors c'est une véritable guerre civile qui va s'ouvrir jusqu'en 1652, alors que Louis XIV est légalement majeur depuis un an, mais Anne d'Autriche continue à siéger auprès du roi jusqu'en 1661. Hors de question qu'on lui peine sa place à elle. Et à cette date, puisque c'est la date à laquelle Mazarin meurt, ce qui permet au jeune Louis XIV de débuter véritablement son règne personnel, puisque bah, forcément il n'y a plus personne pour l'aider. Alors, cette jeune infante espagnole avait véritablement présenté toutes les caractéristiques. Elle a eu une enfance dorée, choyée, heureuse. Malheureusement, elle a eu un mariage jeune. Elle a été délaissée, méprisée, elle était carrément sous contrôle de tout, hein, c'est limite s'il la mettait pas en laisse. Mais elle a une seule différence notable, elle a assuré une régence magnifique. Alors, elle n'est pas hein, Catherine de Médicis et encore moins Marie de Médicis, mais elle a son intelligence propre, elle a une force de caractère et un goût de pouvoir qui fait d'elle une des meilleures régentes de France, avec au même titre, on va dire, que Blanche de Castille dont on a parlé tout à l'heure, ou de Louise de Savoie, puisqu'elles ont consacré leur vie à leurs fils respectifs. Donc c'est juste les rois qui ont marqué le royaume de France, c'est-à-dire Saint-Louis, François Ier, Louis XIV. Bon non, je vous le dis. Alors elle est donc cette chère Anne, bien, on va dire la fille, donc comme je vous disais, de Louis, c'est Philippe III, je crois, c'est Philippe III d'Espagne, son papounet, et elle est assez libre d'esprit. Elle est dotée d'une vivacité d'un ton d'esprit qui dénote pour son jeune âge, mais qui est aussi d'une piété très intense. Alors elle devient, bien sûr, cette femme qui va laisser une énorme empreinte dans le royaume de France, puisque évidemment, dès le début, bah, elle est quand même assez jeune quand elle arrive, elle est très insouciante et elle est assez frondeuse. Alors, Alexandre Dumas a laissé une trace d'un portrait qu'il a fait d'elle en disant qu'elle était amoureuse, frivole et coquette. Voilà, il est mignon lui. Alors, elle a été pourtant, quand vous voyez des photos, elle était jolie quand même. Elle a été pourtant délaissée par ce cher Louis XIII. Pas normal lui. Voilà. Surtout parce qu'il ne lui pardonnait pas sa correspondance avec Philippe IV d'Espagne, les fausses couches à répétition, etc. Et le fait qu'elle s'opposait politiquement à lui, puisqu'elle a quand même, on va dire, plus ou moins œuvré et financé quelques complots. Ah bah, deux fois rien. Donc quand elle va forcément mener eh bien son grain de sable dans la machine, on va dire, eh bien, elle va décider de faire appel à quelqu'un. Un peu comme Anne d'Autriche, Anne a fait, enfin plusieurs ont fait avant elle, elle va amener un autre. Elle fait un espèce de mix de tout le monde, et c'est un modèle de femme. Voilà. Elle va diriger la France à la régence un peu à la espagnole, mais elle va y arriver parce elle va rassurer le peuple. Elle va arriver à rassurer le peuple et elle va jouer avec le temps.
Elle va jouer avec, comme on dit, ne faut-il pas diviser pour mieux régner, et elle est véritablement à la tête de cette devise-là. Alors c'est une femme qui va avoir une grande influence, parce que c'est une reine douanière, comme on appelle, et elle prêche la raison d'État, tout le temps. Elle explique tout ça, et elle va dire, elle va former son fils, donc le futur Louis XIV, euh, pour tout. C'est-à-dire qu'elle va lui enseigner carrément aussi les jeux d'amour, en lui disant que de toute façon, il y a une chose qu'il faut faire, c'est toujours garder le royaume de France et l'intérêt de la France en priorité. Alors on sait que le jeune Louis XIV était fou amoureux d'une certaine Laura Mancini, qui voulait l'épouser. Elle va lui dire, dis donc chaton, tu vas te calmer, hein, parce que tu es quand même le futur roi de France. On redescend d'un étage, on va bien épouser la bergère d'à côté. Il faut penser stratégique. Alors pour elle, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait penser stratégique. On pouvait baiser avec qui on voulait, mais il fallait épouser stratégique. Et elle lui dit qu'il épouse une jeune femme qui s'appelle Marie-Thérèse d'Espagne, qui n'a ni le caractère ni la force de sa mère. Alors là, pas du tout les antipodes, on y va. Et donc Louis XIV va toujours avoir ce côté un peu de maman. Voilà, il va toujours chercher à trouver une femme égale à sa mère, ce qui est très compliqué. Voilà. Alors, on sait qu'elle va décéder en 1666 à la suite d'un traitement curatif assez inhumain, puisque on pense qu'elle a été atteinte d'un cancer du sein et qu'elle a fait une agonie assez longue, dans une souffrance assez effroyable qui est détruite dans des textes. Et le dernier, en guillemets, luxe de la dame, c'est que elle est vécue de la bure franciscaine, et elle va justifier sa devise. Son prix n'était pas dans sa couronne, mais dans sa force et son intelligence. Voilà. Donc Anne d'Autriche est aussi, comme vous le savez, et en ce moment il sort, donc il est sorti le film sur les Trois Mousquetaires. Anne d'Autriche est l'un des personnages centraux du roman de Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, il faut absolument. Alors juste, il faut quand même, il y a des choses qu'il faut lire, hein, mais il y a plusieurs livres que vous pouvez lire. Il y en a un notamment qui s'appelle Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. Je sais plus de qui. Je crois qu'il est sorti chez Folio. Je crois que le monsieur s'appelle Dulon. Je ne sais plus le prénom, mais comme ça. Et sinon, il y avait un livre qui s'appelait Anne d'Autriche, Jules Mazarin, pour l'amour d'un enfant roi, qui est sorti chez Perrin. Et qui est sorti il y a bien une quinzaine d'années chez Perrin. Voilà. Donc ça, c'était Mademoiselle. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de Margot, de Marguerite de Valois. Donc, on va passer à Marguerite de Valois. Alors, Mademoiselle Marguerite de Valois, elle est née en 1553 et on l'appelle surtout la reine Margot. Oui, je sais. Alors, elle est reine de France et de Navarre. Oui, quand on dit reine de France et de Navarre, ça vient de là. Alors, elle était donc, je répète, la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis, et donc la sœur de Charles IX et de Henri III. Oui, ah bah oui, hein, mademoiselle, avant d'être reine, elle était la sœur d'un roi, enfin de deux rois en l'occurrence. Alors, le 18 août 1572, elle épouse le chef des Huguenots en Navarre, futur donc Henri IV, je rappelle. Et ça symbolisait véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tentative de réconciliation entre les protestants et les catholiques. C'est immortalisé, je pense, comme tout le monde l'a vu, ou en tous les cas l'a vu au moins une fois dans sa vie, l'affiche par Isabella Gianni qui joue dans La Reine Margot, mais malheureusement, contrairement au film, elle n'est pas cette fille délurée que les romanciers ont décrit. Alors, elle est souvent trop utilisée comme pion par sa mère, dans la vraie histoire, en pleine guerre de religion du XVIe siècle. Elle a reçu de très nombreux hommages funestes à sa mort, hein, puisqu'elle est morte en 1615. On la disait reine des grandeurs, grandeur des esprits, la noble des fleurs, France, la Marguerite de France. Ça vous pose de la réputation, ce genre de truc, hein, voilà. Alors, la jeune Marguerite de Valois, donc née en mai 1553 au château de Saint-Germain, et elle est plutôt chétive et maigre, et elle est entourée de 5 frères et d'une sœur, donc tout le monde l'appelle Margot et non Marguerite. Elle parle de très bonne heure, elle reçoit une très bonne éducation de princesse, bien sûr, à Ambroise. Elle excelle en littérature, en danse et en musique. Elle est élevée dans la crainte
dans cette crainte de sa mère de voir que tout le monde peut mourir autour d'elle. Elle n'a que 6 ans lorsque son père donc meurt, et elle a déjà du tempérament puisqu'elle refuse de changer de religion malgré les pressions de certains membres de son entourage. Bon, alors elle, non, voilà. Alors on lui parle d'alliance, et la fameuse Jeanne d'Albret souhaite que Marguerite épouse son fils, donc le futur le roi du Portugal, pour son jeune Sébastien, le roi d'Espagne, ou pour Don Carlos, ou pour Philippe II d'Espagne, pour lui-même, après la mort de sa troisième épouse, hein, qui s'appelle Élisabeth de France. Mais alors Margot, rien à foutre, puisque Margot joue avec Henri de Guise. Alors oui, elle sait prendre de lui, elle est surveillée, dénoncée par tout le monde, mais l'amitié existante entre son frère Henri d'Anjou, donc le chéri à un moment, à qui elle sert d'espion, parce que alors celle-là elle est excellente. Alors Margot était l'espion de son frère, voilà, elle était en admiration face à Henri II, enfin au futur Henri. Donc non, au futur Henri d'Anjou, enfin le Henri d'Anjou, Henri III, et donc elle est vraiment sa sœur adorée, et donc elle espionne. Mais voilà, elle a quelqu'un dans son cœur qui s'appelle Henri de Guise. Alors c'est pas de bon ton, hein, quand on sait que maman ne supporte pas les Guises, hein, c'est pas une bonne idée, mais elle s'en fout. Lui, il lui déclare sa flamme. Vamos à la playa, il est fou amoureux, etc. Mais évidemment, on va monter un complot dans la cour de France pour pouvoir se débarrasser de Henri de Guise. Et il quitte la cour et se voit imposé de se marier avec une certaine Catherine de Clèves. Alors Margot, je vous raconte pas l'état de Margot, elle gueulait comme un putois, Jeanne d'Albret remet sur la table le traité, en se disant, bon, écoute, voilà, c'est quand même pas non plus une mocheté. Donc pour elle, la cour de France, de toute façon, Jeanne d'Albret étant protestante, n'est que phare, corruption diverses, enfin c'est l'enfer, quoi, en gros, sur Terre. Finalement, elle rencontre donc Charles IX et Catherine de Médicis, qui arrivent à l'amadouer, ça sera un gros mot quand même. Mais enfin, en tous les cas, on va dire la conforter, la réconforter. Et ils accordent donc la main de sa sœur Margot à ce jeune garçon là, Henri. Un contrat de mariage est signé le 11 avril 1572, malgré l'absence de lettres du pape. Ah bah, voilà, et de la mort de Jeanne d'Albret. Donc, c'est pas grave, allez, on passe par-dessus la loi. Le 20 juillet, le roi de Navarre et futur donc de la demoiselle, et futur Henri IV, arrive à Paris avec 800 gentilshommes et protestants, bien sûr. Le mariage est célébré en août 1572. Plus de 120 dames affichent leurs plus beaux atours. Et vas-y, velours, d'or, d'argent, des cortèges séparés. D'un côté le roi, la reine-mère, les princes de sang, la maison de Lorraine. Et de l'autre côté, le roi de Navarre, oui, parce que il est roi de Navarre maintenant, puisque maman est morte. Le prince de Condé, l'amiral de Coligny, le comte de la Rochefoucauld. Allez, vas-y, le banc, l'arrière-banc et tout le monde y est. Pendant que Marguerite écoute la messe, le roi de Navarre et ses partisans se promènent dans le cloître. On vient le chercher en fin de messe pour qu'il dise oui devant mademoiselle. Marguerite est muette. Parce qu'il y a une chose que tout le monde a oublié, c'est qu'elle est toujours amoureuse de Guise. Ah bah si, bah oui, quand vous êtes amoureux, ça passe pas un claquement de doigts. Hein. Voilà, alors Charles IX, je vous raconte même pas dans l'édifice comme il est un peu énervé, et impose par un geste de la tête, en poussant la tête de sa sœur pour qu'elle dise oui, et donc il y est. Alors le repas et les festivités vont durer 3 jours avec tout le faste de la cour, c'est pompeux à plus savoir quoi en faire, mais le peuple n'apprécie pas ce mariage, parce que même si c'est un mariage politique, c'est un mariage avec des protestants, et la plupart des Français sont catholiques, et c'est donc une insulte envers le peuple de France, enfin c'est comme ça qu'ils le prennent, et donc ces derniers décident de partir, les protestants, en disant bon maintenant ça suffit, on les a mariés, on se casse, Coligny le soir même est malheureusement attaqué et la Rochefoucauld est tuée. Alors là je ne vous raconte pas le souk. Alors évidemment Catherine, comme je vous l'ai dit, donne l'ordre avec un Charles IX un peu mou du genou, faut le dire quand même aussi, les massacres de la Saint-Barthélemy, et Marguerite va plaider la cause immédiatement de son mari et allié,
auprès de François d'Alençon. Elle est déjà délaissée par de Navarre, hein, parce que de toute façon, en gros, voilà, mais vont vivre en parfaite harmonie. Comme quoi, on peut ne pas être amoureux, ne pas être collé serré à son mec et arriver à être en harmonie avec lui. Alors, lors de la réception, elle va tenir son rang, elle va toujours applaudir son rang, elle va même applaudir un discours que tout le monde va célébrer après. Et en bonne fille de France, elle va stopper la tentative de fuite de son frère, donc d'Alençon, et de son époux. Un an plus tard, elle fait échouer la coopération des politiques, qui n'est autre montée que par les barons de l'époque, et elle va devenir la maîtresse du seigneur de la Mole. Ah bah oui, tant qu'à faire, voilà. Ah bah oui, on fait ce qu'on peut. Alors, après la mort de Charles IX, la position de Marguerite devient assez difficile, hein. Alors, sans qu'elle sache, son frère quand même l'a protégée, même si c'était pas son frère chéri. Lorsque son époux, donc Henri IV et d'Alençon, sont en prison à Vincennes, en bonne épouse, elle pense les faire évader comme d'habitude, hein, mais comme ils se disputent de savoir qui passerait le premier, ah bah si les mecs c'est des boulets quand même, hein. Voilà, elle se dit bon écoutez vous êtes bien en prison, restez-y, on s'en fout. Donc elle va tenir son rang encore et toujours, mais évidemment quand Henri va arriver, les tensions vont recommencer. Et Marguerite est mise aux arrêts dans sa chambre, avec interdiction de quitter le royaume, et tout le monde va lui tourner le dos. Malgré les protestations d'Alençon et même de Navarre, hein, qui va dire ouais, oh, calmez-vous, on va se calmer, qui envoie un émissaire au roi. C'est son frère hein, qui l'a mis en tôle, hein, c'est pas Navarre, puisqu'il n'est pas encore roi, hein, voilà, il y a encore un autre avant, mais il n'y a rien à faire. On va essayer de la faire partir en faisant prétexte qu'elle va prendre les eaux à Spa, mais elle est démasquée, donc elle va rejoindre d'Alençon pour y attendre la paix jusqu'en 1577. Grâce à ce fameux d'Alençon, François d'Alençon, elle s'enfuit du Louvre en février 1578 et constitue une véritable armée pour aller en Flandre, donc je rappelle que les Flandres à l'époque sont espagnols, et donc sa mère laisse partir sa fille, mais sera quand même du voyage, hein, avec son escadron volant, ça sera une autre chose, pour vérifier toutes les troupes, notamment celles des réformés. Et le 2 août, Marguerite se met en route avec toute la maison. Henri III a daigné lui céder ou le constituer, j'en sais rien, enfin en tous les cas lui prêter. Peut-être sûrement prêté. Alors elle arrive à Bordeaux, elle est accueillie bras ouverts, devant servir de réconciliatrice entre son époux et le maréchal de Biron, mais elle est heureuse de retrouver son rang, et aussi un château et son époux, et ils se côtoient assez aimablement. Elle se fait courtiser par le vicomte de Turenne, toujours dans les mauvais coups celui-là, pendant qu'Henri s'occupe de la demoiselle d'honneur de Marguerite, ah bah oui, tant qu'à faire, et décide de gérer les maîtresses de son époux, en instaurant la théorie de l'amour en muguette, en conte fleurette, mais il est interdit de déflorer. Ah bah grandiose, hein. Ah bah la dame, elle avait de l'humour, hein, voilà, bah oui, c'est-à-dire que tu peux regarder, toucher, mais tu te calmes, hein, voilà, tu vas pas plus loin. Alors ça fonctionne assez bien avec le Navarre, il est mignon. Voilà, donc malgré le fait que elle papillonne aussi à la glace, mais alors il n'est pas jaloux jusqu'au moment où il a connaissance que Marguerite et Turenne. Voilà, alors elle se laisse pas faire, hein. Voilà, elle râle, hein, elle gueule, et puis c'est ce qu'on appelle la guerre des amoureux, qui est déclarée en 1579. Alors, ils vont se livrer à une petite guéguerre un peu concon, ils vont prendre les villes appartenant à l'un et à l'autre, sans que l'autre ou le sache. Alors c'est grandiose, c'est d'ailleurs le cas pour Cahors. Alors on parle de rupture, même si Marguerite est présente, assez régulièrement. D'ailleurs, quand le roi va être malade, vraiment malade, pendant 17 jours, il va garder le lit, elle va être à ses côtés. Elle va l'aider, la maîtresse officielle du roi, donc qu'on appelle la belle fosseuse, a accouché d'une fille mort-née. Mais Marguerite s'ennuie dans cette cour, qui n'est pas du tout comparable à celle du Louvre, hein, on est bien d'accord, malgré les complots et les rumeurs, etc. Margot s'ennuie parce qu'elle est déjà premièrement extrêmement belle et puis surtout très lettrée, et elle va tout d'un coup tomber, mais alors vraiment sur
tout ce qu'elle a, parce que elle va tomber encore amoureuse, oui, d'un ami d'Alençon. Oui, oui, tant qu'à faire, bah oui, oui, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Alors, Henri III, à un moment donné, la rappelle pour faire cesser la rébellion en 1582, parce qu'il trouve quand même le temps long, le gars. Ah bah le frangin, il en a marre, ouais. Donc il se dit, bon allez, on rapatrie la sœur, ça devrait aller. Donc tout le Louvre est au courant que l'enfant de Navarre donc et de la belle fosseuse, elle est renvoyée. Navarre est véritablement furieux. Marguerite hurle encore une fois. Et cette fois-ci, elle est aidée par maman. Donc on va dire que Marguerite de Valois est beaucoup trop belle et beaucoup trop intelligente et elle tire des jalousies au sein de sa fratrie, notamment de Henri III, qui ne supporte plus que sa sœur soit dans les barrages et la vire littéralement en plein bal. Alors elle est seule, sans argent, sans appui, elle s'en va. Elle part littéralement. Elle arrive à Cognac. Navarre est là, il la stoppe. Et il dit bon maintenant ça suffit, on arrête, tu reviens à la Casbah. Alors c'est un peu humiliant, hein, on va dire que c'est un peu, voilà, elle est mise à l'écart, mais elle est un peu de côté. Alors Navarre va lui mener la vie dure quand même. Il lui fait enlever son secrétaire, il le menace de torture pour savoir s'il ne fait pas le coursier entre la mère et la fille. Ça c'est un gros problème de sécurité. Alors évidemment, elle va demander de l'aide en désespoir de cause à Henri de Guise, ah bah oui, un ancien amour, ça, voilà, pour repousser tous ces gens. Alors malheureusement, bah, c'est pas tout à fait bien pensé cette histoire, donc elle va se remettre à fuir. Elle n'a plus qu'une partie de son escorte, elle est harcelée de toutes parts. Elle arrive à lever des troupes en Gascogne. Henri III la lâche littéralement. Henri de Navarre, même combat, elle va se tourner vers sa mère qui va lui dire bon, plus ou moins on va se débrouiller. Voilà. Mais malheureusement, un des émissaires va tourner le complot contre elle, il va l'arrêter et elle va être faite prisonnière au château d'Usson. Alors la rumeur dit que la reine de Navarre est malade, qu'elle ressent beaucoup de douleur, qu'elle est dans un état où on va dire que ça va être quick dans pas longtemps. Marguerite comprend que les Valois l'ont supprimée littéralement de leur famille. Elle écrit à sa mère, elle implore sa mère qu'on s'occupe de ses gardes et de sa dame de compagnie afin de les payer, de les replacer si elle venait à disparaître. Mais bah, sa mère, en fin d'année, ça commence à se calmer et oblige Navarre à s'occuper de son épouse parce que bon, il faut quand même pas déconner, c'est sa femme. Alors elle va petit à petit revenir un peu en grâce, mais le choc causé par la mort de son frère la rapproche de son époux. Poussée par Gabrielle d'Estrée, qui est la nouvelle chérie de son mari, Navarre lui demande l'annulation de leur mariage. Marguerite y consent, parce que bon, au bout d'un moment, hein, ça va 5 minutes, hein, et sauf à une condition, bien sûr, elle veut garder tous les avantages qu'elle a acquis. Un mariage, l'argent, les terres, etc. Et notamment beaucoup plus d'argent qu'elle devrait en avoir pour payer toutes les dettes. Alors, ça va durer la vie des rats, en gros presque 5 ans. En échange de son aide lors du procès, d'un procès elle va demander sa part d'héritage, encore, mais elle va la dédier au dauphin Louis. Donc, Marguerite revient encore une fois pour faciliter et accélérer la dissolution de son mariage parce elle a qu'une envie, c'est de partir. Le 10 novembre, le mariage est déclaré nul. Elle conserve son titre de reine et de duchesse de Valois. Excusez-moi du peu. Elle garde ses domaines et elle reçoit 200 000 écus payables en 4 ans. Inutile de vous dire qu'elle a gagné du fric. Henri IV et Marie de Médicis se marient en décembre 1600 et le futur, donc Louis XIII, vient naître tout juste un an après. On va dire 9 mois après, pile poil. Voilà. Alors, évidemment, la reine, enfin l'ex-reine Margot, enfin la reine Margot, va continuer
à faire ce qu'elle veut. Voilà. Alors elle a un peu perdu de sa beauté, elle a beaucoup grossi en vieillissant. Elle est souvent atteinte de malaise, de dysenterie, elle s'habille assez vieux, elle a des coiffes qui sont faites de blond très filasses, souvent empruntées d'ailleurs à ses valets pour en faire des perruques, hein, elle récupère des cheveux. En 1606, elle perd son jeune et cher écuyer qu'elle aimait aussi encore passionnément. Ah oui, non, mais c'est une grande amoureuse, la jeune femme. Et on voit arriver à ce moment-là la peste à Paris. Elle décide d'accueillir régulièrement le dauphin. Elle le couvre on va dire de dot, d'argent, même de pierreries. Elle revient à Paris avec un immense plaisir, mais voilà, Henri IV lui-même n'est pas contre. Bon, elle tient salon avec des diplomates, des soldats, des poètes, etc. Elle accueille le roi et la reine sans aucun problème. D'ailleurs, lui, voilà, il vient discuter le bout de gras avec son ex, hein, il est bien content. Donc, à la mort du roi, elle va faire elle-même ordonner un chant solennel et 2 oraisons funèbres. Et elle va rester en très bons termes avec la reine de France. Elle va jouer d'ailleurs un rôle assez important dans l'alliance franco-anglaise pour notamment le mariage d'Henriette, mais elle vit toujours en marge. Henriette, qui est une des filles du roi, hein, elle vit toujours un peu en marge. Alors, vers la fin 1614, Marguerite de Valois tombe gravement malade d'un engorgement du foie. Et son aumônier pense que c'est la fin. Le 7 mars 1615, elle fait la première paire de son tombeau. La reine Margot s'éteint le 28 mars, donc 1615, à 62 ans, laissant 100 000 livres aux pauvres, 200 000 écus de dettes réglées par Marie de Médicis. Je vous assure qu'elle vivait grand train, la dame. Et un an après, son corps est transporté au couvent des filles du Sacré-Cœur vers Saint-Denis. On ne peut donc dire certaines choses, c'est que il y avait cette fameuse, donc tout à l'heure que j'ai dit, l'oraison funèbre. Dans le discours de l'oraison funèbre, on dit: morte Marguerite de France, adieu les délices de France, le paradis des plaisirs de la cour, le brillant de nos jours, le jour des beautés, la beauté des vertus, la mignardise des lys, le lys des princesses, la princesse des grandes, la reine des grandeurs, la grandeur des esprits, l'esprit de sagesse, la prudence des nobles, la noble des fleurs, la fleur des marguerites, la Marguerite de France. Voilà, à part ça, tout va bien. Voilà, voilà, ça c'est fait. Ah bah quand vous avez une oraison funèbre comme ça, vous savez que vous avez été à un certain niveau. Alors Marguerite, bon évidemment tout le monde connaît la reine Margot. Alors vous pouvez aller lire La Reine Margot de Dumas, sachant que c'est pas la vérité historique. C'est lui-même hein, d'ailleurs qui fait en gros, hein, c'est un peu à cause de lui qu'il y a cette espèce de légende noire hein, qui va rester à la postérité. Mais vous pouvez lire des livres qui sont partus chez Tempus ou au Mercure de France, qui s'appellent Marguerite de Valois, La Reine Margot, ou carrément les Mémoires de Marguerite de Valois. Voilà, je crois que c'est les Mémoires de Marguerite de Valois, si je me souviens bien. C'est au Mercure de France. Ça doit dater de 20 ans, à peu près, la chanson. Enfin, le truc. On va passer à d'autres reines, qui sont des reines un peu plus méconnues. Et ces reines méconnues, c'est des reines de France, évidemment, mais qui ont œuvré bien avant. Ah bah avant l'an 1000, hein. Ah bah si, ah, vous allez voir, c'est des vieilles. Oh là, oui, c'est vieux. Alors la première, est-ce que vous avez déjà, si sûrement, vous avez déjà sûrement entendu parler de Frédégonde. Oui, Frédégonde, quand même, ne les connaît pas. Alors 545-593. Ah oui, on est au 6e siècle. Ah bah si, voilà. Et il y avait une autre reine très connue qui s'appelait Bruno. Alors Bruno, en vérité, Bruno. 1547, 16, je vais y arriver, 613. C'est très compliqué. Ce fut vraiment la guerre des reines, on va dire. Parce que ces femmes se sont retrouvées à la tête de royaume. Alors à l'époque, hein, c'était en termes de régence, on est bien d'accord. Donc à la mort du mérovingien Clovis, tout le monde a connu Clovis, on est bon. Donc en 511, 4 territoires sont créés avec pour capitale Reims,
après Metz, mais Reims d'abord, Soissons, Paris, Orléans, puis Châlons. Et ça, on va rester sur Orléans. Et le dernier fils des fils donc de Clovis, Clotaire Ier, unifie le royaume des Francs. Les territoires sont de nouveau donc répartis entre ses 4 puis 3 fils. Ça va être guerre et assassinat à tout étage. Et Brunehaut est la reine d'Austrasie, qui est mariée donc à Sigebert Ier, et qui donc, on va dire, va devenir véritablement une reine imposée. C'est là qu'apparaît Frédégonde, qui est la maîtresse de Chilpéric Ier. Ah bah si, il faut suivre. Hein, voilà. Ah bah si, c'est très compliqué cette époque des Mérovingiens. Alors déjà moi je m'y perds. Alors on va essayer. Mais c'est pas Pony qui m'a expliqué. Alors on est bon. Alors cette Frédégonde va faire étrangler sa femme pour prendre la place dans le lit du roi. Oui, bah tant qu'à faire. Alors Brunehaut est avide de vengeance, hein, puisque en fait Frédégonde ne fait autre que tuer sa propre sœur. Donc elle entraîne son mari dans un conflit fratricide. Mais il se fait assassiner par 2 des hommes de Frédégonde en 575. Et presque 10 ans, jour pour jour, c'est au tour de son frère Chilpéric, tué un inconnu. Oups. Ah bah oui. Alors les conflits éclatent de toutes parts. Frédégonde s'efforce d'assurer la succession de sa descendance. Elle demande à son beau-frère Gontran, le roi de Bourgogne, donc le 3e fils de Clotaire, d'adopter son enfant de 4 mois, Clotaire II, et c'est donc chose faite. Elle fera de même plus tard avec le fils de Brunehaut, Chilpéric II. À la mort de Gontran, ce dernier, qui devient donc roi d'Austrasie et de Bourgogne, affronte la Neustrie avec sa tête Frédégonde, régente pour son trop bien jeune fils, et donc forcément, ça va directement affûter l'autre reine, qui vont pas arrêter de s'engueuler et se faire. Alors c'est véritablement 2 reines qui ont un grand sens politique, principalement pour Brunehaut, et qui vont faire des tentatives de réunification du royaume des Francs, qui sont constamment caduques, hein, il faut le dire. Les grandes familles d'Austrasie finiront un jour, pourtant, à faire alliance avec Clotaire II et feront exécuter la régente. Ah bah oui, tant qu'à faire. Alors, nous avons une autre reine qui s'appelle Bertrande de Laon, qui était une diplomate experte. Elle, c'était 720-783. Alors, on va dire histoire de celle qu'on aime souvent Berthe au grand pied, pied au singulier, qui partage finalement des similitudes avec celle de Frédégonde et de Brunehaut, puisque c'est à la mort de son mari, donc Pépin le Bref, en 768, je vais y arriver, que la très diplomate première reine des Carolingiens, donc notre amie Bertrande de Laon, se charge de partager son royaume, hein, pourtant un peu, juste réunifié, hein, ça faisait pas très longtemps, entre ses 2 fils. Carloman Ier, Chatounet, le fils d'Arzamomin, Charlemagne, qui ne se cache pas le fait qu'ils ne se blairent pas les 2. Ah bah non, ils peuvent pas s'enquiller. Donc le premier, Charlemagne, va régner sur la Neustrie, le deuxième sur l'Austrasie. Et tous les 2 sont donc consacrés rois et francs. Alors, celle qui siégeait déjà dans les assemblées de son mari parle aussi bien le français que l'allemand et facilite les accords politiques et à l'international avec le roi de Bavière ou le roi des Lombards. Elle ramène d'ailleurs une épouse à Charlemagne, Désirée de Lombardie. La fin d'ailleurs de ce mariage constituera plus tard la raison de la guerre entre les Francs et les Lombards, mais ça on va y repasser. Et Carloman meurt en 771, alors on pense, hein, voilà, que ça serait son frère, son petit frangin, qui l'aurait fait un tout petit peu empoisonné, mais légèrement. Donc évidemment, maman n'est pas du tout contente, mais elle est totalement écartée du pouvoir par son fils, comme quoi, hein, c'est ingrat ces gosses, et qui prend possession donc de tout le territoire. Voilà. Alors vous avez aussi une autre femme qui s'appelle Isabeau de Bavière. Je vais dire, voilà, pour la confidence, Papounet voulait m'appeler Isabeau.
Voilà, pour vous dire, à cause d'elle, hein. Merci pour elle. Alors elle, c'est 1370-1435, et elle est connue pour être la femme du roi fou. Ah bah c'est super, ça commence bien déjà. Alors sa régence à Isabeau de Bavière, en fait, euh, voilà, elle fait face à la folie de son mari, donc Charles VI, qui commence à manifester un gros problème avec sa maladie, et le pouvoir royal est laissé vacant. Alors les tensions à la cour sont énormes, il y a plusieurs clans qui s'arrangent, et pour asseoir son autorité, même si réellement elle n'a pas vraiment de droit politique réel, hein, elle va se rapprocher de son beau-frère Louis d'Orléans, des Armagnacs, qui sont très puissants à l'époque. Celui-ci est donc assassiné, laissant éclater la guerre civile entre les fameux Armagnacs et les Bourguignons, je vous raconte pas le bordel. Isabeau de Bavière alterne les alliances entre les deux camps, oui, en se disant qu'à un moment donné ça va payer, et elle finit par se ranger auprès de Jean sans peur et des Bourguignons, pour se retrouver face à son fils, si, je vous assure, le dauphin, futur Charles VII, soutenu par les Armagnacs. Ah bah je vous dis que ça devait être sympa la réunion de famille à Noël. Hein. L'ultime trahison qu'elle va faire en 1420 est le traité de Troyes, puisque Charles VI, sous l'influence de sa femme, déclare son propre fils, je vous assure, bâtard, et le fait déshériter, et fait du roi d'Angleterre Henri V son héritier, traité réfuté bien sûr à la mort du roi, dit fou, 2 ans après. Voilà, alors je peux vous assurer qu'il y en a certains, c'est du grandiose. Alors on parle aussi, tout à l'heure on a parlé de Marie de Médicis, Marie de Médicis, 1575-1642. Alors elle, c'était la vie du pouvoir. Alors oui, alors elle, c'était moi et les autres après. Alors c'est une lointaine cousine de Catherine Médicis, hein, voilà. Mais la reine, elle, se voit confier le destin de la France après le décès de son mari, donc le fameux Henri IV dont on a parlé tout à l'heure, en 1610. Il s'était assuré de sa formation politique. Il la faisait participer au conseil, donc c'était un organisme où toutes les questions d'intendance étaient traitées, hein, au sein du Royaume de France. Et quand le roi prend la tête de ses troupes, et donc se fait assassiner, la régence, forcément, d'absence, on va dire, est confiée à donc Marie de Médicis, qui transforme en régence de minorité le jeune Louis, qui n'a donc que 8 ans à l'époque. Alors, même si à sa majorité, sa mère le juge toujours trop faible. Elle dit ah non, il est tout maigrelet là, il est tout fin, il n'a pas tout l'esprit qui est bien comme il faut, donc voilà. Alors elle l'écarte du conseil, autant qu'à faire vire le futur chef, t'as raison, et elle préfère laisser ses favoris aux plus hautes charges de l'État. Alors elle nomme Concino Concini et Leonora Galigai. Le royaume est pourtant traversé par une période d'instabilité politique, financière, etc., mais elle en a rien à foutre. Louis XIII, déjà un peu heurté, beaucoup, par le mariage arrangé par sa mère avec une Espagnole jugée une ennemie du peuple, décide d'accéder au pouvoir par un coup de force. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ouais, il faut dire qu'elle l'a torpillé le chou. Hein. Voilà, alors sa mère finit par se réconcilier avec un peu son fils. On va dire qu'elle a essayé, hein, voilà, par l'intermédiaire du fameux Richelieu, et à la fin de sa vie, elle va prendre l'exil parce que, en gros, elle en a assez fait comme bordel, mais ce fut quand même une grande reine. Voilà. Donc, on peut dire que toutes ces reines, dont je vous ai compté en vitesse ou en longueur leur destin, leur vie, leur coup de gloire, étaient des femmes de pouvoir, étaient des femmes, on va dire, avec un ascendant les hommes. Alors, elles l'ont pas forcément toujours exercé de la façon la plus facile, elles l'ont pas toujours gagné, parce que, comme vous avez vu, hein, certaines ont été emprisonnées, ont été détenues, ont été dépossédées de leur pouvoir, certaines ont dû s'arranger avec le côté un peu vert de leur mari, de cohabiter carrément avec les maîtresses, ou de se faire humilier à la cour quand le roi ramène sa maîtresse officielle et la couvre de châteaux, de gloire et de fées, et que vous ressemblez à une espèce de débile, hein, ou une cabine téléphonique.
Voilà, donc ces femmes avaient quand même un pouvoir énorme parce qu'elles possédaient des dots, parce qu'elles avaient un sens politique, et comme vous l'avez vu et peut-être entendu, et toutes avaient un pouvoir politique. Toutes étaient lettrées, toutes étaient fins stratèges, toutes savaient comment retourner, que ce soit des conseillers comme des hommes. Elles n'ont jamais hésité à prendre amant, prendre fait et cause contre pour un de leurs fils, ou elles ont assis le pouvoir d'un de leurs fils ou celui, l'héritier qui était obligatoire, chacune en prenant bien soin de se ménager aussi une porte de sortie. Alors certaines n'ont pas toujours eu une porte de sortie glorieuse, mais elles ont toutes eu plus ou moins une porte de sortie. Certaines ont été récompensées par leur ex-mari. On a vu que Louis VII avait pris fait et cause après pour Aliénor contre son deuxième mari, que Henri de Navarre avait quand même eu un minimum de respect envers Marguerite de Valois, donc la reine Margot, pour ce qu'elle avait fait et se dresser contre ses frères et sa mère et le pouvoir en place contre la chasse aux Huguenots. Donc toutes ces femmes avaient du pouvoir. Alors certaines sont plus connues que d'autres, certaines ont plus de dire d'écho de nos jours parce que la duchesse d'Aquitaine, voilà, elle a été célébrée par les troubadours, parce que Catherine de Médicis, je pense que tout le monde sait qui est Catherine de Médicis. Anne aussi, Anne d'Autriche, parce que c'est la mère de Louis XIV et que forcément elle apparaît pratiquement tout le temps dans la bio de Louis XIV, mais on oublie souvent que ces femmes n'étaient pas forcément par rapport aux hommes, c'est qu'à la base c'était des pions aussi, voilà. On voit que ce sont des pions de mariage, c'est-à-dire c'est des alliances. Mais si vous avez bien écouté, on peut dire aussi que les hommes étaient, enfin en tous les cas les jeunes princes, étaient aussi juste des monnaies d'échange, parce que le jeune Louis XIV qui était fou amoureux de sa Laura Mancini, si vous l'aviez laissé épouser la femme qu'il aimait, est-ce qu'il aurait eu ce destin de roi soleil? Peut-être pas, mais peut-être que oui, parce que je pense qu'à mon avis, à la base, il avait le caractère pour l'être, hein. Voilà. Mais les hommes aussi étaient soumis à ces mariages arrangés. Donc c'est sûr que quand vous partez alors il faut aussi juger, je rappelle, hein, juger l'histoire par rapport à ce qui se passait à l'époque, pas par rapport à nos connaissances de maintenant, mais par rapport à ce qu'ils savaient, et puis aussi les conditions de vie, d'espérance de vie et de vie tout simplement de l'époque. Je dois avouer que si on vous marie à 10 ou 15 ans avec quelqu'un que vous ne pouvez pas blairer, alors sous prétexte que vous êtes amoureux d'un autre ou pas, mais en tous les cas que vous n'aimez pas et que vous ne comprenez pas pourquoi on vous a marié de force, entre guillemets, avec cette personne, je dois avouer que ça ne doit pas être très agréable. Alors les mariages, ça arrange pas, il y en a certains qui sont arrivés à avoir des équilibres. Après, il est assez compréhensible que certains rois aient pris maîtresse parce que on les a forcés en gros à mettre une femme dans leur lit. Alors bon, oui, vous allez me dire c'est des garçons, oh, ils s'en foutent tant qu'elle est jolie, bah ouais, mais enfin, à la rigueur, non, enfin je suis désolée, mettez-vous à la place de ces mecs aussi. 5 minutes, si vous aimez pas certaines personnes, ou que dès d'emblée de jeu vous pouvez pas la taper celle-là parce qu'elle est con comme un balai, bah ouais, mais vous êtes obligé de faire le devoir conjugal et puis de donner des héritiers à la couronne, voilà. Donc c'est sûr qu'il y avait des mariages qui étaient très bancals, il y a d'autres mariages qui étaient arrangés mais qui se sont moins bien déroulés parce qu'il y a eu un équilibre entre les époux. Alors soit ça a pu arriver, c'est arrivé dans l'histoire de France, que les époux, au final, se trouvent agréablement surpris par la moitié, et se disent, oh, finalement, pas mal, pas mal, voilà, et d'autres qui se sont accordés, c'est-à-dire, ils ont balancé leur vie, en se disant, bon, écoute, on est obligé de rester mariés, on est les rois et les reines, on est obligé de faire des gosses, on fait les gosses, bon, alors, moi, j'ai des amants, toi, t'as des maîtresses, chacun de son côté, les moutons seront bien gardés, mais fais ça tranquillou et discretos, voilà. Donc c'est vrai que c'est des femmes dont on entend parler, mais on n'a pas forcément leur impact dans la tête, alors que c'est des femmes qui ont impacté leur fils. Voilà, vous avez vu, vous avez entendu, ces femmes ont eu un impact sur leur fils. Elles ont réussi à mettre leur fils au pouvoir, elles ont gardé le pouvoir des fois pour leur fils, des fois au détriment d'un autre.
tous les cas, elles ont été assis le pouvoir. Elles étaient derrière et elles avaient une influence énorme sur les hommes, que ça soit leur mari ou leur fils. Certains auraient fait n'importe quoi pour Meumin, hein, on est bien d'accord, voilà. Parce que le fameux l'autre là qui était en Pologne, il est revenu ventre à terre. Alors sûr, il devait revenir parce qu'il était roi, machin, etc. Mais c'était le fils à sa Meumin, hein, voilà. Donc elle pouvait tout lui passer celui-là. Donc d'ailleurs, elle lui a tout passé. Voilà. Donc il y avait ces influences-là, et si on réfléchit, toutes ces femmes ont aimé les arts, ont apporté. Catherine de Médicis, elle a apporté à la cour des choses fantastiques. Bien sûr, le Louvre, des gens, des artistes, de Vinci, etc. Des peintres. Toutes ces femmes avaient elles n'étaient pas mécènes au point de vue argent, mais elles étaient des mécènes d'art parce qu'elles faisaient apporter de la chose. Et si nous, on a la culture française qu'on a et que vous apprenez à l'école et qu'on apprend à l'école, que ça soit la peinture, les arts, le dessin, la musique, l'histoire, le français, enfin ce que vous voulez, même les maths, hein, voilà. C'est grâce à ces femmes, alors que ça soit des reines ou des duchesses ou des comtesses ou même la cuisinière d'à côté, mais ces femmes qui avaient de l'influence. Alors oui, à l'époque, il valait mieux être la duchesse qu'une cuisinière, parce que vous avez plus d'influence et plus d'argent, et vous aviez la possibilité justement d'entretenir l'art, d'entretenir les artistes. Mais elles ont apporté une quantité non négligeable à l'histoire de France, et chacune à leur tour, elles ont posé une pierre à l'édifice. Elles ont unifié la France, puisque comme vous avez vu, hein, la France c'était en gros 2, 3 parties, 4 parties, et puis après plus du tout, et puis un duché par-ci, un duché par-là. Par la dot, elles ont apporté des terres, et petit à petit, la France s'est constituée et a rassemblé tout ce qui était. Donc si ça vous intéresse de continuer cette discussion, vous me le dites, et on peut continuer sans aucun problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce podcast, et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochain podcast, Merlin, Arthur, la légende arthurienne, mais vu par Lisa, hein. Ne croyez pas que c'est un cours sur la légende arthurienne, vous seriez déçus. Ciao!